parce que nous sommes la Seine-Saint-Denis, parce que nous sommes la France, nous sommes les bâtisseurs des jours heureux. Ce soir, nous sommes toutes et tous Fabien Roussel. À toi, Fabien! Est-ce que ça marche? Voilà. Bravo, merci à vous, bonjour Montreuil. La Seine-Saint-Denis en force. Quel bonheur. Qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce qui fait chaud. Je vais faire exploser le micro. Merci pour votre accueil si chaleureux. Merci Patrice. Merci Patrice pour tes mots, pour ton engagement formidable dans cette campagne. Merci Nathalie, Simonet, merci Thaïlande Kouskoun qui m'a accueilli. Merci à toute la fédération de Seine-Saint-Denis et à ses militants mobilisés pour faire cette belle soirée réussie où ça déborde encore. Il y a un signe. Merci à mes collègues parlementaires que je viens de saluer, à Fabien Gay, Pierre Ouzoulias, sénateur, à Marie-Georges Buffet, Stéphane Peu et même Jean-Paul Lecoq qui vient du Havre. Ça me fait chaud au cœur de vous savoir ici pour passer cette soirée ensemble. Merci aux élus que j'ai peut-être pas eu l'occasion de saluer, au maire Olivier Sarah-Bérouz, François Sancy, Abdel Sadi, ils sont là, Noisy-le-Sec, Tremblay-en-France, Bobigny. Et alors, il y en a même un qui n'est pas de Seine-Saint-Denis qui est venu, c'est Philippe Briot, le meilleur maire du monde, qui vient de l'Essonne. Bravo à toi
toi, Philippe, et merci 1000 fois pour ta présence. Merci à vous toutes, à vous tous, à tous les maires, les conseillers généraux, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux qui sont présents ce soir et qui, je le sais, se battent au quotidien avec vous protéger, pour protéger nos services publics et pour défendre tous les besoins qui sont les vôtres au quotidien. Permettez-moi d'abord, avant d'aller dans la situation politique nationale, commencer mon propos par cette poudrière qui menace à 2 heures de vol de Paris à la frontière ukrainienne. Je veux commencer par là parce que nous sommes tous inquiets, je l'entends, inquiets comme beaucoup de familles, comme beaucoup de travailleurs. Hier, la Russie a fait un premier pas en annonçant un début de retrait de ses troupes massées à la frontière. C'est un pas qu'il faut saluer et prendre comme tel. Certainement que les échanges du président de la République et ceux du chancelier allemand avec le président russe ont permis d'avancer, en lui apportant des garanties concernant notre sécurité collective, c'est-à-dire celle des Russes, mais surtout celle des peuples d'Europe, dont celle du peuple ukrainien, pris en étau dans cette affaire. Je le dis, comme ça a été dit par les présidents français et le chancelier allemand, il n'y aura pas de sécurité collective en Europe sans sécurité pour chacun. Il n'y aura pas de sécurité pour tous les peuples d'Europe sans apporter de réponse aux inquiétudes du peuple ukrainien comme aux inquiétudes du peuple russe. Le peuple ukrainien aspire à la paix et à définir sa politique librement, et c'est totalement son droit. Mais depuis la chute du mur de Berlin, l'administration américaine, de Bush jusqu'à Biden aujourd'hui, pousse toujours plus ses bases militaires, les bases militaires de l'OTAN vers les frontières russes. Et ça sème aussi l'inquiétude et voire de la colère à Moscou. Des anciens dirigeants de la CIA disent eux-mêmes, que l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, vers les pays baltes, la Pologne est la plus grosse erreur des États-Unis depuis la fin de la guerre froide. C'est tout cela qui attise les tensions. Et aujourd'hui, toute l'Europe, y compris l'Ukraine, est victime de cette tension permanente. Oui, Poutine est un dirigeant autoritaire, libéral, de droite, et il est loin d'être notre ami. Mais ce n'est pas la France qui choisit les dirigeants russes. Nous devons apprendre à vivre ensemble, à se respecter et à respecter aussi les engagements qui ont été pris lors des accords d'Helsinki, puis après la chute du mur de Berlin en 90. C'est ça, aller vers la voie de la paix. Et aujourd'hui, pour faire retomber la tension, la France, l'Allemagne doivent dire clairement, il faut qu'ils le verbalisent, qu'il n'est pas d'actualité d'élargir encore plus l'OTAN vers l'Ukraine. Il faut le dire comme nous l'avons déjà dit en 2008. Mais nous devons aussi, en même temps, nous devons aussi construire un traité de sécurité collective engageant chaque pays, de l'Atlantique à l'Oural, de Paris à Moscou, un traité qui établira des règles de vie communes, de dialogue, afin d'éviter tout geste, toute mesure mettant en cause la sécurité d'un des signataires. Alors oui, tous ensemble, disons-le fortement, faisons taire ceux qui alimentent les dangereuses tensions internationales et faisons vivre la sécurité collective, la paix d'abord. Cette élection présidentielle est
importante, déterminante, parce qu'elle va conduire aussi la politique de la France pour les 5 prochaines années. Et je tiens à le dire ici, mon combat pour la paix, il est dans mes gènes. Il est inscrit dans le fondement même de mon parti né au lendemain de la Première Guerre mondiale. Je pense à chaque fois à ces rassemblements, à ces manifestations, à ces marches, où nous défilons ensemble, où nous avons défilé ensemble, à côté des mères pour la paix, de ces mamans qui se battent pour que leurs enfants ne partent pas à la guerre. Alors, aujourd'hui, ce soir, en parlant de paix, je voudrais penser à nos amis maliens, kurdes, palestiniens, sahraouis. Je voudrais penser aux femmes afghanes et tant d'autres qui subissent encore les outrages des bombes, de la persécution, de l'enfermement, des sanctions et de la discrimination. Je leur rappelle tout notre soutien, toute notre solidarité, notre combativité à leur côté pour faire tomber les murs de haine, les barbelés, les checkpoints et toutes ces politiques de sanctions qui les privent de toute dignité humaine. Défendre la paix, ce n'est pas un slogan, c'est une volonté politique, c'est du courage. Et c'est d'abord ce courage de dire qu'il faut respecter les résolutions de l'ONU et toutes les résolutions. C'est défendre la force de la diplomatie et non la diplomatie de la force. C'est être à côté des peuples et non décider à leur place. Et je pense à nos frères et nos sœurs d'Afrique. Oui, comme eux je dis, le monde a changé, l'Afrique a changé, mais malheureusement le logiciel de la France n'a pas encore changé. La France se comporte encore comme une puissance impériale. La France-Afrique n'est pas morte, malheureusement. Mes collègues parlementaires, sénateurs, Pierre Laurent et Jean-Paul Lecoq, étaient présents il y a quelques jours à Dakar lors du sommet Hamad Dansoko et ils ont découvert, ils me l'ont rapporté, cette navrante illustration de la France-Afrique qui se moque éperdument de l'avenir des peuples africains. Ils ont effectivement découvert là-bas, dans la presse locale, écoutez bien celle-là, ils ont découvert dans la presse locale que Nicolas Sarkozy, Yannick Bolloré sont venus négocier avec Alassane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, la vente des bijoux de famille de Bolloré. Bolloré, en ce moment, il vend ce qu'il a acheté en Afrique et il veut le vendre au meilleur prix à des actionnaires italiens. 6,5 milliards sont en jeu. Encore une fois, les Africains vont voir leur port, leur route passer sous leur nez. Voilà l'image de la France-Afrique. Comment voulez-vous que les Africains respectent la politique française quand elle se réduit au business et au militaire ? Nous, contrairement à eux, nous appelons à une grande coopération avec l'Afrique, permettant le développement de ces pays par les peuples eux-mêmes. Faisons confiance à la jeunesse africaine. Voilà notre politique. Alors maintenant, parlons de la jeunesse. Parlons de vous. Et la jeunesse, elle est ici aussi. La Seine-Saint-Denis est un des départements les plus jeunes de France. Quelle chance! Quelle chance, quelle force, quelle richesse! Ça, c'est de la vraie richesse. Oui, vous, que vous êtes beau, que vous êtes belle, avec cette belle rage de vivre et de vivre heureux et de vous faire respecter. Vous ne pouvez pas savoir ô combien je suis à vos côtés pour défendre cette envie, ce droit
au bonheur, ce droit au respect. Je le dis avec force parce que je sais ô combien justement vous n'êtes pas respectés, ô combien même vous êtes parfois méprisés. Vous, comme vos parents d'ailleurs, qui ont bâti ce département, cette région, la France, parce qu'ici, oui, vous n'êtes pas respectés, parce qu'ici, la désindustrialisation du pays et de ce département engagé il y a 50 ans s'est conjuguée avec les renoncements de l'État en plus. Parce qu'ici, les pouvoirs successifs, de gauche comme de droite, ont laissé se creuser de profondes inégalités sociales et territoriales dans cette région, l'Île-de-France, la plus riche de France. Oui, eux, ils ont cajolé les beaux quartiers de l'Ouest parisien et délaissé des villes entières, privées de soutien pour répondre aux besoins des habitants. Et pourtant, jamais la Seine-Saint-Denis, jamais ces villes populaires, jeunes, ouvertes au monde, ne se sont résignées, ni hier, ni aujourd'hui. Car ici, à Montreuil, comme à Noisy, à Saint-Denis, comme à Stein, à La Courneuve, à Sevran, à Bobigny, des femmes, des hommes se battent au quotidien pour résister, pour innover. Résister. Résister, vous l'avez fait, vous le faites encore, avec les parlementaires, les élus communistes de Seine-Saint-Denis, qui se sont manifestés auprès du gouvernement pour faire respecter votre département, vos communes, vos services publics. Et ils ont obtenu des bougées de la part de ce gouvernement. Et ce n'était pas gagné. En menant cette bataille, dans la diversité de vos opinions, avec les autres élus de gauche, avec les représentants des salariés des services publics, vous avez révélé cette profonde injustice qui touche votre département. Cette injustice qui fait que les premiers de corvée, ceux qui ont tenu la France à bout de bras, ceux qui ont soigné, enseigné, nettoyé, transporté, ils vivent ici. Et ce sont aussi ceux qui ont les salaires les plus bas, les emplois les plus précaires, le taux de mortalité au Covid le plus élevé. Cette inégalité de classe est inacceptable. Vous n'êtes pas des sous-citoyens, vous êtes les vrais héros et héroïnes de notre République. Oui, nous le disons clairement, il y a des travailleurs essentiels dans notre pays. Vous, les enseignants, les soignants, les aides à domicile, les agents des transports publics, les agents communaux, les salariés de la propreté, de la sécurité. Vous êtes essentiels, vous, les magistrats, les éducateurs, les travailleurs sociaux, les agents de la médiation culturelle. Vous, les auxiliaires de vie, les assistantes maternelles, les AESH, les animateurs et animatrices qui travaillaient auprès de nos enfants. Et vous, les acteurs du monde, du sport, les responsables associatifs qui, dans tous les domaines, font vivre ce qu'il y a de plus beau dans nos villes, les liens humains, la fraternité humaine. Alors oui, c'est notre France des jours heureux. Vous êtes essentiels. Et je le redis ici, un trader, ça sert à rien. Et vous, vous êtes important, indispensable. Et pourtant, dans ce monde, un trader, ça gagne entre 100 000 à 300 000 euros par an. Et oui, et vous, c'est à peine si votre salaire vous permet de remplir le frigo à la fin du mois. C'est ça la différence qu'il y a dans notre pays. Eh bien moi, je veux valoriser les travailleurs essentiels. C'est cette France-là que je veux soutenir et mettre en avant dans la France que nous voulons construire.
Ce sont vos salaires, à vous, qu'il faut augmenter rapidement, tout de suite, en partant du SMIC, que nous voulons porter à 1 900 € brut, parce que le brut, ça compte pour notre sécurité sociale. Nous voulons aussi, et nous augmenterons tout de suite, le point d'indice des fonctionnaires de 30% pour rattraper le saccage du pouvoir d'achat des 5,6 millions de fonctionnaires de notre pays. Oui, nous voulons soutenir ces fonctions publiques dans les collectivités territoriales, la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière qui a été tant méprisée ces 10 dernières années. Et j'en profite pour dire que, bien sûr, évidemment, nous mettrons fin à la loi des 1607 heures qui punit les agents territoriaux. Et notamment les catégories C qui ont des petits salaires. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à mon épouse qui est là, elle sait de quoi je parle. Nous augmenterons les pensions des retraités afin de les porter à 1 200 € net. Et nous rétablirons la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs qui a été retirée par Sarkozy et par Hollande. Et bien sûr, nous le disons et nous le ferons, nous mettrons en place l'égalité salariale femmes-hommes en 1 an de temps. 1 an pour le faire. C'est une question de justice. Et ce n'est pas possible qu'à notre époque encore, les femmes gagnent moins que les hommes. Et je dirai comment le faire. Entre nous, j'ai vécu un truc incroyable hier à Sciences Po Paris où j'ai été auditionné, où à la fin, je vous le dis parce que ça vaut le coup d'aller voir sur les réseaux sociaux, ils ont mis l'extrait. À la fin, c'est un professeur qui vient m'interroger. Je vous la raconte comme ça. C'est pas dans le discours. Mais à la fin, le professeur vient me faire la leçon et il me dit, mais quand même, monsieur Roussel, l'égalité salariale femmes-hommes. Bon, c'est bien, mais quand même, ça coûte cher. 140 milliards d'euros. Mais je l'ai coupé tout de suite. Je dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Vous vous rendez compte que depuis 50 ans, on ne fait pas l'égalité salariale femmes-hommes parce que ça coûte cher et qu'on ne s'y attaque pas à cause de vous. Et c'est un professeur qui dit ça, un professeur qui enseigne à nos enfants. Mais quelle honte! Alors oui, la révolution féministe, nous la ferons, et en 1 an de temps. Non mais, c'est incroyable. Ah non, mais il faut aller sur le terrain pour l'entendre. Hein. C'est incroyable. Le pauvre professeur, le pauvre. Ah, il a pris une leçon, lui. Alors oui, la France des jours heureux, c'est celle qui engagera une véritable révolution féministe, s'attaquant à toute forme de domination, celle du capitalisme comme celle du patriarcat. Et je sais quelle valeur ça a ici, dans votre beau département, qui a su compter parmi les siens Fernand Grenier, celui qui a défendu et fait voter le droit de vote et d'éligibilité des femmes le 21 avril 1944. C'est notre fierté. C'est notre histoire. Et donc oui, nous revendiquons pleinement, nous assumons cette France de l'égalité, du travail et de la fiche de paye, pour tous et pour toutes. Une France de l'égalité des droits, une France qui garantisse à chacun de trouver une place, sa place dans la société, avec un emploi, un vrai travail, avec une formation et surtout avec une rémunération permettant de vivre et vivre dignement. Oui, nous voulons, nous, ouvrir des bureaux d'embauche dans toutes les villes pour répondre aux besoins de recrutement de nos services publics et de proposer des formations et des salaires en échange de travailler pendant 10 ans pour ces services publics. Ouvrons des bureaux d'embauche, embauchons.
Ouvrons des bureaux d'embauche pour réindustrialiser la France, réinstaller ici et aussi en Seine-Saint-Denis ces entreprises qui doivent produire ces biens de consommation courants que nous importons aujourd'hui de l'étranger. Nous voulons engager cette transition écologique pour construire une France décarbonée en 2050 et atteindre nos objectifs climatiques. Et nous le ferons avec des énergies renouvelables et des énergies provenant des centrales nucléaires. Oui, nous le disons aussi. La France des jours heureux, c'est celle-là. Celle qui parie sur le travail, sur le salaire, sur la dignité au travail, en redonnant du sens à chaque emploi, à la fierté de construire, de soigner, d'être utile à la société, à l'humanité. Oui, nous croyons en l'être humain. Nous croyons en l'être humain. Et je fais le pari de l'être humain, de sa générosité, de sa fraternité. Je revendique le droit au bonheur pour tous comme projet de société. Le droit au bonheur pour tous. D'abord parce que le bonheur, c'est contagieux. Ça se transmet, c'est viral et c'est tant mieux. Il faut le cultiver. Le droit au bonheur, le droit au respect, le droit à la dignité, quelle que soit notre couleur de peau, notre origine, notre religion. Et c'est même grave de devoir le dire malgré notre prénom. Ils ont réussi à mettre ça dans le débat. Quelle honte! En République! Quelle honte! Je le dis à chaque fois, je sais d'où je viens, je suis du Nord, je suis un ch'ti. Et je sais que dans le Nord, comme ici, en Seine-Saint-Denis, les travailleurs, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les commerces, dans les transports, ne regardent pas la couleur, ne regardent pas l'origine, ne regardent pas la religion. Ils travaillent ensemble, la main dans la main, sans faire de différence. Nous sommes solidaires, car la vie est dure, et le capitalisme est dur, mais nous sommes unis, et rien ne nous divisera, rien ni personne. Et je peux même vous dire que si nous savons résister, c'est parce que nous nous aimons si fort et que le plus beau visage que la France puisse offrir au monde, c'est le vôtre, c'est le nôtre, c'est ce beau slogan que vous avez affiché à Montreuil, nous sommes la France. Bravo à vous, bravo Patrice pour cette belle initiative. Et je voudrais une nouvelle fois vous saluer toute l'équipe municipale, les associations, pour cette position que vous avez prise forte. Saluer tous ces citoyens qui, dans la diversité de leurs opinions, ont décidé que Zemmour, cette petite peste brune, ne viendrait pas s'essuyer les pieds sur la dignité des Montreuillois. Oui, vous avez fait le choix courageux de faire vivre les valeurs de cette République démocratique, fraternelle, solidaire, à laquelle nous sommes tous tellement attachés. La haine, le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions, ce sont des délits qui doivent empêcher leurs auteurs de se présenter au suffrage des électeurs. C'est le sens de la proposition que j'ai faite à l'Assemblée nationale. Et bien sûr, vous avez vu, la majorité n'a pas souhaité soutenir cette proposition au prix de bien de calculs politiciens. Qu'à cela ne tienne, nous avons une autre étape pour la faire enregistrer. C'est le 10 avril prochain. Donnez-vous de la force. Donnez de la force à la France des jours heureux, à la France de la fraternité humaine. Faisons reculer le fascisme, le racisme, l'antisémitisme.
quel lieu plus symbolique que la Seine-Saint-Denis pour évoquer toutes ces fractures sociales, territoriales, qui abîment et fragilisent la République. Et il est temps, pour réparer ce qui a été fracturé, de refonder nos politiques publiques en reprenant et en prenant les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire en partant des besoins des populations, plutôt que de partir des besoins du capital. Et c'est quand même ça qui domine dans notre pays. Bref, faisons l'inverse, et tout l'inverse, de Madame Pécresse, qui vient de décider de mettre le réseau de bus et de métro de la RATP en concurrence avec des opérateurs privés. Mais j'ai découvert cet après-midi, en rencontrant les salariés de la RATP, les machinistes, ceux qui sont dans les bus, et qui m'expliquent ce que je ne savais pas, mais que vous savez tellement bien, qu'aujourd'hui, les bus et les métros fonctionnent avec des horaires de vacances scolaires. Bon, je viens du Nord, j'aurais dit, c'est normal, c'est les vacances scolaires. Ils disent, mais non, c'est les horaires de vacances scolaires avec moins de bus et moins de métros depuis septembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. Mais on marche sur la tête. Et c'est à cause de cela. C'est à cause de cela que les bus sont bondés, que les métros sont bondés. Et ils nous disent d'ailleurs qu'en pleine pandémie, il n'y a pas de problème. On peut prendre le métro et le bus. Mais ils ont réduit le nombre de bus et de métros. Et ceux qui sont punis, c'est la France qui se lève tôt. C'est la France du travail, justement. C'est une honte ce qu'elle fait aujourd'hui en Île-de-France. Mais c'est pas fini. Écoutez la meilleure. J'en ai appris une bonne. Elle propose aux agents de la RATP, ni plus ni moins, de travailler 1 mois et demi de plus sans hausse de salaire. Elle défend le 13e mois, mais de travail en plus, sans salaire en plus. Mais ils sont dingues, mais c'est vrai. C'est ça son projet pour la France? Un 13e mois de travail en plus, sans salaire? Voilà pourquoi elle ne doit pas gagner. Il faut la battre dans les urnes le 10 avril prochain. Et d'ailleurs, je vous invite à être totalement solidaire de nos camarades de la RATP, parce que l'ensemble des syndicats, dans leur grande unanimité, ont décidé de plusieurs journées d'action. Et déjà, ils vont commencer à dire que vendredi, les franciliens sont pris en otage par les syndicats. Eh bien, faites entendre votre voix. Vous voulez des bus, vous voulez des métros, vous voulez un vrai service public, et vous allez vous battre pour ça, et moi, je serai avec vous. Alors, quand je fais des débats avec d'autres candidats, quand je suis sur les plateaux de télé et que je présente mon programme, et notamment d'investir dans les services publics, ces services publics qui est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas et qui nous permettent de faire vivre l'égalité de tous les citoyens partout. On me dit, monsieur Roussel, enfin, vous voulez embaucher 500 000 agents publics en 5 ans? C'est un truc de dingue, c'est pas possible, ça coûte cher, ça. Je dis, ça coûte cher, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. Ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est la privatisation des autoroutes et qui fait que les péages, ils augmentent à chaque fois qu'on part en vacances. Ce qui coûte cher, c'est la privatisation d'EDF qui fait qu'on n'a jamais payé aussi cher l'électricité et le gaz. C'est ça qui coûte cher, et y compris quand ils disent qu'ils ont bloqué les factures de gaz et d'électricité. Je pense à tous ceux qui vivent dans des HLM parce que les bailleurs sociaux répercutent ces hausses de prix. Ils sont pris à la gorge, ils vous prennent à la gorge. Alors oui, battons-nous pour faire baisser les factures de gaz et d'électricité. Non mais quand même, rien que cela, la privatisation de nos autoroutes,
la privatisation d'EDF et de GDF. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est Sarkozy et Pécresse quand elle participait au gouvernement entre 2007 et 2012. Je peux vous dire elle n'a pas seulement un gros patrimoine, hein, elle a un gros CV. Ministre de Sarkozy, ministre du budget, ministre des universités et de la recherche. Regardez comment sont nos universités en France. Voilà son bilan. Alors oui, il faut dire non, définitivement non, à cette droite et cette extrême droite, car ce sont tous des libéraux, que ce soit Pécresse, Macron, Zemmour, Le Pen, Dupont-Aignan, on n'en veut pas dans notre France à nous. Nous voulons des politiques publiques ambitieuses, comme celles menées par les maires et les élus communistes. Regardez, et vous le constatez, ce qu'ils arrivent à faire ici, avec des moyens toujours plus contraints en Seine-Saint-Denis. Patrice Bessac, Olivier Sarah-Beyrout, Gilles Pou, Asdine Taibi, François Asensi, Abdel Sadi, ou les présidents des conseils généraux qui ont présidé à la destinée de ce département, comme Robert Clément, que je salue, et Hervé Bramy à leur époque. Eux, ces élus en responsabilité dans leur ville ou au département, quand ils sont en responsabilité, ils bâtissent des réseaux de crèches, ils font reculer la mortalité périnatale, ils favorisent les transports collectifs avec le remboursement des cartes de transport pour la jeunesse. Eux, ils enlèvent à la spéculation immobilière des milliers d'hectares de terrain pour les aménager et en faire des poumons verts, accessibles à tous et protégeant la biodiversité. Oui, eux, elles, sincèrement, honnêtement, ils travaillent sans relâche à construire une république sociale, protectrice, égalitaire, à laquelle tous les citoyens doivent avoir accès en Île-de-France comme partout ailleurs. Voilà des élus utiles, voilà l'exemple à suivre. C'est pourquoi je veux remettre les services publics au cœur de l'aménagement du territoire et bâtir une véritable société d'égalité entre le cœur des métropoles et les banlieues, entre les métropoles et cette France rurale qui meurt à petit feu. C'est d'ailleurs le sens de la loi de programmation pluriannuelle pour nos banlieues que j'ai annoncée à Grigny avec Philippe Riot, à l'origine de l'appel de Grigny, et que je proposerai d'adopter dès le début du quinquennat. Notre objectif avec cette loi de programmation, ce sont des droits et des moyens nouveaux pour les communes, pour tenir compte de leurs réalités et surtout de leurs besoins. Et je voudrais à ce propos dire un mot sur un sujet majeur qui touche à notre portefeuille et pas qu'un peu, c'est la question du logement et du loyer, ce grand absent de l'élection présidentielle. Je veux parler ici du logement et de ce qu'il coûte pour chaque famille. Une majorité des Français consacrent désormais, grosso modo, 30% de leurs revenus à leur logement quand ils sont dans le parc privé, et parfois plus encore. 30% de ces revenus pour payer son loyer. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on travaille, un tiers de notre travail est consacré à payer son loyer. Ça veut dire que quand on commence à travailler le lundi en début de semaine, du lundi 9h jusqu'au mardi 16h, on travaille pour payer son loyer ou le prêt que l'on a fait auprès de sa banque. 2 jours par semaine, un tiers de notre temps de travail pour payer le loyer. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi, dans les zones tendues comme ici, dans les métropoles, vous payez plus cher votre café en terrasse ou vous payez plus cher vos courses au supermarché? Eh bien parce que dans votre tasse de café, comme dans votre caddie, vous payez, là encore, le loyer de l'immobilier. Car il se trouve que le propriétaire du bar, comme le propriétaire de la grande surface, eux aussi, doivent faire face à des loyers de plus en plus élevés. C'est un cercle vicieux qui plombe sévèrement notre pouvoir d'achat. Voilà des charges, des vraies charges, qui pèsent sur notre économie. Et ça, ce sont des vraies charges, rien à voir avec les cotisations sociales que nous payons pour nos retraites
ou pour notre santé. Je peux vous dire qu'en matière de pouvoir d'achat, le candidat Macron a un bilan terrible, terrible, et sa responsabilité est énorme. Il termine son mandat, et j'espère que ce sera le dernier, avec les pires chiffres en matière de pouvoir d'achat et les pires chiffres en matière de logement. Tout le monde peut le vérifier. Il a assumé d'entretenir la spéculation immobilière pour son électorat, les riches. Comme il a assumé, dès le début de son mandat, rappelez-vous, de baisser de 5 € les APL des plus modestes et en même temps, il supprimait l'ISF des plus riches. Il a fait ça. La crise du logement, c'est pourtant la crise de la dignité. Et on ne devrait jamais l'accepter. Notre pays, 6e puissance économique du monde, compte près de 300 000 sans-abri, personnes, des gens, des hommes, des femmes qui vivent dehors, parfois avec leurs enfants, parfois dans leur voiture. C'est l'équivalent d'une ville comme Nantes ou comme Nice. 300 000 personnes à la rue sans domicile. C'est l'équivalent de la 5e ville de France. Alors, pour cela, je formule 3 propositions que je voulais vous livrer ce soir. D'abord, pour lutter, pour permettre d'accéder à la dignité à ces 300 000 hommes et femmes qui vivent dehors. Je propose la création de 1000 pensions de famille, des structures d'environ 25 logements qui permettront à toutes ces personnes dans la rue d'avoir non seulement un toit, mais un accompagnement social de qualité et surtout la dignité retrouvée. Et je propose aussi, parallèlement, de relancer immédiatement la construction de logements sociaux pour atteindre 200 000 nouveaux logements par an, soit plus du double de la production actuelle. Et cette proposition, en même temps que nous construirons des logements à loyer modéré, nous accompagnerons cette proposition d'une nouvelle loi pour encadrer vraiment les prix des loyers et généraliser cette loi à toutes les communes, comme vous le faites ici à Montreuil, comme l'a dit Patrice tout à l'heure. Pour cela, je propose d'augmenter l'aide à la pierre des bailleurs sociaux, de leur rendre d'ailleurs le 1,5 milliard d'euros que Macron leur a enlevé tous les ans. Mais j'augmenterai aussi l'aide à la pierre des bailleurs sociaux et j'augmenterai aussi l'aide à la pierre, écoutez bien, pour construire des logements à loyer modéré dans les villages de moins de 3 500 habitants. Dans les villages de moins de 3 500 habitants. Alors vous allez me dire que ça ne vous concerne pas, ce n'est pas votre affaire. Effectivement, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Et ça veut dire, et ça vous concerne, ça veut dire, pour ces villages, pour ces maires de ces petites communes rurales, et il y en a en Île-de-France, qu'ils pourront construire, offrir des logements à loyer modéré en réhabilitant une ferme, une grande bâtisse, et permettre à des jeunes, à des familles venant des villes, de pouvoir venir s'y installer et y vivre. C'est aussi comme cela que nous dégonflerons la spéculation immobilière et la densification dans les grandes métropoles. Oui, la France des jours heureux, c'est démétropoliser la France, tout en défendant un vrai droit à la ville pour tous et pour toutes. Et dans des grandes villes qui sont aujourd'hui phagocytées par ces métropoles, je voudrais remettre la ville au cœur de la République et redonner à la ville ses compétences, ses moyens, ses subventions pour que la ville décide des politiques qu'elle doit mener en direction de ses habitants. Démétropoliser la France, c'est revitaliser nos campagnes, c'est réinstaller des services publics dans les grandes villes comme Montreuil, mais dans toutes les communes de France. C'est répartir l'activité économique sur tout le territoire. Franchement,
Ici, en Île-de-France, on peut s'interroger, est-ce qu'il faut encore construire des tours à la Défense? Est-ce qu'il faudrait mieux pas inciter au développement du tertiaire dans d'autres villes et même d'ailleurs, en dehors des grandes villes? Ne faudrait-il même pas que l'État lui-même montre l'exemple en déplaçant des ministères et les services en dehors de Paris pour les renforcer d'ailleurs et pas pour les affaiblir? Je pense, et j'en profite, puisqu'il est là, Jean-Paul Lecoq, le ministère de la Mer aurait plus de place au Havre qu'à Paris, franchement. Tout cela, toutes ces mesures permettront d'abaisser le coût du logement dans notre porte-monnaie et donc de dégager du pouvoir d'achat. Oui, le pouvoir d'achat, vous le savez, c'est central dans la France des jours heureux que je rêve pour mon pays. Pour Macron, bien sûr, c'est la finance d'abord. Pour nous, c'est l'humain d'abord. Macron, il a théorisé le ruissellement. Il a théorisé le ruissellement en expliquant que si les riches étaient plus riches, eh bien nous, on serait plus riches aussi, ça aiderait tout le monde. Mais quelle erreur, nous on l'a dit, quelle erreur d'avoir pu penser ça. Aujourd'hui, les Français le savent et le voient. Quelle insulte il a pu prononcer en disant ça. Quel mépris de classe il a eu envers nous tous et envers nous toutes. C'est pour ça. Et c'est pour ça que j'ai proposé le roussellement contre le ruissellement. Projet contre projet. Ruissellement vs roussellement. Macron contre Roussel. La France de la finance et la France des jours heureux. La France de la fraude fiscale et pour nous la France de la justice fiscale. La France des banques pour lui, la France des services publics pour nous. La France de la retraite à 65 ans pour lui, la France de la retraite à 60 ans pour nous. Et Macron, c'est la France des primes, quand nous voulons la France des salaires. Parce que la France des primes, c'est la France de la déprime. Nous, on veut la France de la bonne paye, du plaisir et de la bonne chair. On veut pouvoir aller, oui, dans les restos, mais aussi dans les expos. On veut droit à tout, au bon et au beau. C'est ça, la France des salaires. C'est ça le roussellement, comme je l'ai dit. Et quand je dis la France de la bonne chair, comme ça fait débat, que Patrice en a parlé, et je ne savais pas qu'il allait en parler, mais moi j'avais prévu d'en parler quand même, ici, à Montreuil, sachant où je mets les pieds, je sais tous les efforts que vous faites à Montreuil pour garantir à chacun de manger sain et à sa faim. Vous avez d'ailleurs tenu des assises de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire. Vous avez fait la démonstration que c'est un beau projet pour nos enfants, pour chaque citoyen, de leur permettre de manger du bon, du local, du bio, en respectant chacun et chaque choix d'alimentation. Oui, je le dis, la bonne bouffe, qu'elle soit à base de viande, qu'elle soit végétarienne, végétalienne ou végane, elle doit être à la portée de toutes les bourses. Et je les respecte tous. La France du bon et du beau, c'est la France du beau. C'est celle des arts et de la culture, celle qui sort l'art des mains des marchands, qui défend la création, la liberté d'expression sans condition. C'est la France qui permettra aux intermittents du spectacle de vivre de leur art, sans passer par la case auto-entrepreneur, mais avec un vrai régime pour les intermittents du spectacle. Cette France des arts et de la culture, c'est la France de Jacques Ralite, député d'Aubervilliers. C'est votre France. Mais, mes amis,
mes camarades, et vous toutes et tous, dans le respect de vos sensibilités, dans le respect de nos différences et de nos appartenances politiques. Nous voulons sincèrement reprendre le pouvoir à la finance. Nous voulons sincèrement construire cet espoir d'une République fraternelle, féministe, laïque, écologiste. Nous avons choisi de mettre un nom sur cet espoir. C'est la France des jours heureux. C'est un joli nom, un nom qui donne du sens, un nom qui rassemble. Je crois que ce projet commence à résonner de plus en plus fort, comme en témoignent les sondages, mais je m'attarde peu sur les sondages. Mais quand même, qui n'a pas recueilli ces dernières semaines sur les marchés, au porte-à-porte, dans les repas de famille, au boulot, des marques d'intérêt, voire d'adhésion à ce beau projet, ce bel espoir que nous portons les jours heureux. Je voudrais citer d'ailleurs parmi ces soutiens, ces marques d'intérêt, d'estime, les engagements récents à nos côtés de personnalités de gauche, du monde de la culture, des milieux associatifs et économiques. Je voudrais les saluer. Je voudrais saluer et remercier aussi tous ces élus qui font le choix de me parrainer, me permettre de défendre mon projet si original et si différent, y compris à gauche. Merci pour votre parrainage. Merci à vous tous, à tous ces maires, conseillers régionaux, départementaux, parlementaires qui ont fait le choix de m'accorder leur parrainage. Merci à tous ces maires de toute la France que nous recevons et qui ne sont pas communistes, mais qui font le choix de me soutenir, et c'est aussi la bonne nouvelle de cette période. Ils sont nombreux et ils me donnent tellement de force. Je vous le dis sincèrement, cette diversité de soutien nous donne beaucoup de force. Alors, je le redis, les positions que j'ai prises sur un certain nombre de sujets, les choix que j'ai exprimés clairement et que j'assume, je pense notamment en matière énergétique, même si je n'ai pas développé ce soir. Je pense aussi à la différence que je marque, y compris avec l'esprit bienveillant et heureux de ma campagne, de ma démarche, ma volonté de réconcilier la France sans diviser, sans agressivité, tout cela doit nous permettre aujourd'hui d'aller à la conquête d'hommes et de femmes qui font le choix de se réfugier dans l'abstention, qui parfois s'égarent en votant Macron, Pécresse, Zemmour, Le Pen, et en pensant bien faire en faisant ça, celles-là, il faut aller les voir, il faut parler avec eux. Ma candidature, en faisant cela, je le dis et le répète, ne vise surtout pas à enlever des voix aux autres candidats de gauche et écologistes, mais c'est d'aller en conquérir de nouvelles. C'est une candidature qui vise à additionner, à aller convaincre celles et ceux qui doutent. C'est une candidature qui vise à renforcer la gauche pour qu'elle soit de nouveau majoritaire dans notre pays, mais surtout une gauche sincère, authentique, honnête. Une gauche qui ne fait pas de langue de bois, une gauche qui ne trahira pas. Alors, en donnant du poids à ma candidature le 10 avril prochain, vous donnerez beaucoup de poids aussi aux candidats aux élections législatives qui porteront ce beau projet. Et nous avons un objectif commun. Je le dis ici, tous ensemble, c'est de faire gagner le plus de députés à gauche dans cet hémicycle qui défendront le monde du travail, la jeunesse, la République des jours heureux. Oui, nous ferons tout pour gagner le plus de députés possible, le plus de députés de gauche, le plus de députés communistes et dans l'union la plus large. Alors, ne laissez jamais dire que la gauche est battue. La gauche, avec les jours heureux, elle repart à la conquête du pouvoir, avec les yeux pleins d'espoir, parce que nous voulons plus que tout gagner, faire gagner nos idées, faire gagner l'espoir du changement, faire gagner les jours heureux.
Vive la France, vive la République, vive les jours heureux.